voulais rebondir sur ce que disait M. Benani tout à l'heure. C'est vrai que là, le thème d'aujourd'hui, c'est la révolution du digital. Mais ce qu'on voit, c'est que cette révolution du digital a eu un effet d'accélérateur d'une révolution aussi et d'une réinvention de l'expérience client. Parce qu'aujourd'hui, ce qui se passe dans les réseaux physiques n'a plus rien à voir avec ce qu'on avait il y a encore 5 ans. Et vous voyez bien, ces 5 dernières années à Casablanca, le nombre de nouveaux showrooms qui ont ouvert dans les beaux quartiers. Parce que déjà, on se dit, c'est à la marque de faire l'effort de se rapprocher de son client. Alors qu'avant, c'était une punition, il fallait aller à Ensba et que ça prenait 40 minutes dans les embouteillages. Et qu'aujourd'hui, déjà, on voit tous ces showrooms qui ont ouvert. Et c'est vrai que les expériences n'ont plus rien à voir quand on est sur place. Et on utilise aussi tout le potentiel du digital pour, encore une fois, offrir cette expérience de personnalisation. Parce que là encore, ce qui est paradoxal, c'est plus on va vers du digital et de l'automatisation, plus les clients attendent de la personnalisation et d'être réellement dans une logique de répondre à leurs besoins précis, et de les appréhender dans leur environnement global. C'est-à-dire qu'on ne doit pas juste traiter cet acte d'achat, mais ils attendent à ce qu'on les connaisse mieux, qu'on comprenne leurs attentes, qu'on prenne en compte tout un certain nombre de critères qui étaient vraiment limités auparavant. Et justement, quand un client appelle, il attend à être reconnu et qu'on sache qu'il n'est pas à donner toutes les informations, qu'on sait dans quel véhicule il est, à quel moment de la révision il est. Ça ne serait-ce que dans un café, on a toujours envie, quand on va prendre nos cafés, d'être servi sans forcément poser la question, c'est sûr. Et puis c'est aussi anticiper les moments où il va pouvoir changer de véhicule, puisqu'on sait à quel moment ça peut arriver. Et c'est là où la data intervient. Et voilà, et donc évidemment qu'on a besoin de la toute puissance des nouveaux outils qui nous permettent justement d'avoir des informations qui remontent en push et qui donnent en permanence à chaque agent et un certain nombre de tâches avant même qu'on puisse être sollicité pour se dire tel client, il arrive à tel moment de son cycle de vie, il faut anticiper, lui proposer des choses, voire faire des actions de win-back dans certains cas pour des clients mécontents, parce que les enquêtes, c'est très important, effectivement, pour pouvoir mesurer la qualité perçue et la satisfaction qu'on va avoir. On va vers de plus en plus pour tout le monde vers ce qu'on appelle le Net Promoter Score aujourd'hui. On ne va plus mesurer la satisfaction moyenne, mais on va essayer de s'attarder sur les plus satisfaits qui sont les vrais ambassadeurs. Et puis on va regarder aussi les plus insatisfaits qui sont des détracteurs qui peuvent être dangereux pour la marque. Et les détracteurs, il ne faut pas juste les mesurer, mais il faut réellement les gérer. En mettant en place toutes les actions de win-back et de gestes commerciaux, etc. Et là aussi, ça peut avoir un impact. Oui, parce qu'ils ont des attentes. Exactement. Et donc, en fait, tout cela, en fait, le digital, c'est pas seulement l'acte d'achat, mais c'est réellement toutes les nouvelles attentes que va avoir en fait le consommateur par rapport à toutes ces technologies. Mais encore une fois, technologie, c'est un moyen, et il y a tous les process qu'on doit mettre en place derrière, et il y en a beaucoup, parce que comme on peut faire énormément de choses, il faut pouvoir être là à chaque moment du cycle de vie avec le bon message, le bon canal. Ça, c'est votre rôle. Oui. Précis. Effectivement. Et puis, bien entendu, la dimension humaine. Donc, c'est des outils, des process, des hommes et des belles marques. Et là, on fait de belles choses. Il y a une brique très, très importante dans l'acte d'achat, c'est le financement. Oui. Et là, il peut être je crois qu'il y a encore totalement digitalisé. D'abord, en tout cas, pour ce qui nous concerne, on est prêt. Le client peut simuler. Il peut faire plusieurs simulations. Il ne reste plus que la petite signature électronique qui est... C'est plus important, à mon avis. Je pense que c'est plus important. Il faut payer. Parce qu'au final, faire tout ça pour simuler, il faut payer. Et tant qu'on n'a pas cet acte, je pense que c'est quand même un inconvénient. Non, mais bien sûr, c'est un truc administratif qui sera réglé, pratiquement. J'entends parler depuis au moins une dizaine d'années. Mais l'important, c'est de savoir que le digital permet de la signature électronique. On n'a pas besoin de signature électronique pour payer une avance. Pour payer une avance pour acheter un véhicule, vous n'avez pas besoin de signature électronique. Payer une avance, ça dépend, je pense que ça dépend du... On n'a pas besoin, parce que j'avais posé la question. En fait, nous, on est payé avant. Donc, et quand on livre, on fait signer et le bon de commande et le bon de livraison. D'accord. En même temps. D'accord. Mais bien entendu, le bon de commande, il existe, il est virtuel et physique. Le client peut l'imprimer. Ça permet de gérer comment dirais-je,
la relation contractuelle par rapport à la nature du produit acheté et ses conditions de livraison dans le temps et financières, etc. Ça, il a la preuve. Après, si jamais on ne fait pas notre partie du job, il peut toujours décliner et on rembourse. Le problème se pose quand on est en train de commander quelque chose qui n'existe pas, que le client n'a pas payé et sur laquelle le fournisseur s'est engagé. Mais ça ne vous fait pas Non. Et qu'il lui ramène et que le client dit « Désolé, je ne veux plus ». La signature électronique, dans ce cas-là, ne vaut pas. D'accord. Ça, c'est un exemple. Vas-y, je t'en prie. Alors c'est vrai que toute la chaîne, on parle de digitalisation de l'ensemble de la chaîne, on a dit beaucoup de choses très intéressantes et hyper optimistes. C'est bien parce que le secteur prend une très belle direction et c'est super intéressant ce qui se passe aujourd'hui sur le marché. Maintenant, moi je suis quand même intrigué. Je viens d'un monde aussi industriel et où l'embarqué est quand même très fort. Aujourd'hui, on est dans des voitures, on a des voitures qui sont de plus en plus intelligentes. Alors peut-être qu'il y a des enjeux derrière de constructeurs, mais je trouve que cette intelligence-là, elle pourrait être bien plus au service du client, dans le sens où dans le sens du maintien de la relation entre la marque, les concessions, sur le volet service. Désolé si j'utilise pas les terminologies exactes, mais vous, en tant que distributeur ou en tant qu'acteur de la maintenance, comment est-ce que vous pouvez améliorer, grâce à toute la data que l'on peut capter depuis les véhicules qui sont de plus en plus intelligents, comment est-ce qu'on peut améliorer l'expérience du client sur la gestion du cycle de vie complètement, de la vie du véhicule en fait, après l'acte d'achat. Parce qu'aujourd'hui on parle de l'acte d'achat, oui, l'expérience peut être superbe, mais la réputation vos réputations aujourd'hui, elle se fait essentiellement sur, vous l'avez dit tout à l'heure, vous avez parlé de transparence, vous avez parlé de fiabilité. Comment est-ce qu'on peut améliorer ça et comment est-ce que la technologie peut vous aider là-dessus? Alors, deux questions dans la vôtre. La première, c'est la connexion, comment la techno dans le véhicule peut faire vivre au conducteur une meilleure expérience. Aujourd'hui, comment le garder en plus, il y a des choses qui existent déjà dans différentes marques. Si je prends le cas de Mercedes, par exemple, aujourd'hui, le véhicule est capable de détecter votre niveau de stress et vous proposer un degré d'éclairage adéquat et une liste de musique, de lecture adéquate par rapport à votre niveau de stress. Là-dessus, c'est très clair. Aujourd'hui, on voit cette évolution-là. Il n'y a pas de sujet. Mais c'est comment les garder, comment on peut les garder. Ça va plus loin parce que vous avez maintenant la possibilité de visioconférence sur les véhicules avec des applications pour visio qui sont déjà embedded dans le véhicule. Maintenant, par rapport à la partie après-vente, oui, ce sont des véhicules connectés et alors sous une certaine limite CNDP qu'on est en train. C'est un mot qui vient aujourd'hui chaque semaine sur mon bureau parce qu'il y a beaucoup de choses qui se passent et je peux vous dire qu'ils sont assez stricts sur certaines choses, surtout par rapport à des choses qui vont venir dans un an et demi. On sait aujourd'hui dire aux clients que tel composant ou tel composant arrive à tel niveau d'usure et qu'il faut qu'il se présente. Ça existe aujourd'hui déjà. On peut aujourd'hui intervenir à distance. Ce n'est pas aujourd'hui encore le cas, mais on peut techniquement intervenir à distance sur son véhicule. Ça suppose un certain arsenal juridique qu'on est en train de préparer. Ça suppose aussi que le client accepte de vous fournir un certain nombre d'informations, donc jusqu'à quel tiroir vous pouvez aller. On va aujourd'hui dans certains pays dans le monde jusqu'au tiroir de pouvoir capter la data et de la vendre aux villes pour comprendre la densité du trafic qui existe pour qu'elle puisse agir sur la signalisation. Il y a aujourd'hui des villes qui, avec Google, captent automatiquement la densité du trafic et adaptent la durée de certains feux rouges pour décongestionner le trafic. Google vend à la ville de New York des informations sur la qualité des routes. Quand il y a un trou, il y a un ralentissement, il n'y a pas de voiture, ils savent dire
allez voir dans cet endroit, et la ville de New York intègre ça pour planifier son budget de réfection de route annuel. Dans le B2B, l'information est encore énorme. Quand on plug un outil FMS, de Fleet Monitoring System, qui vous informe sur plein de données, aujourd'hui par exemple, vous avez des opérateurs. Si vous prenez des sociétés qui travaillent dans le ramassage d'ordures, elles sont parfois payées à la tonne. Et c'est toujours la tonne de déchets dégagés. Et c'est des sujets de débat interminables. Aujourd'hui, il y a des outils qui vous donnent à l'instant T le nombre de tonnes embarquées sur chacun des véhicules. Donc, ça arrive, la technologie avance très vite, dans le but de mieux servir le client, mais pas que, dans le but de nous permettre de faire plus de ventes. Évidemment. De connaître le client, de le suivre aussi, de garder la relation. Soyons clairs, et il y aura cette question de données à régler avec la CNDP. Moi, par exemple, en ce moment, je suis bloqué sur un dossier où ils me disent « niet ». Ça, c'est « niet ». C'est quoi? C'est un peu sensitive. Il faut s'y mettre à plusieurs. Non, mais la voiture, la voiture commence à devenir une prolongation de soi. Demain, aujourd'hui, on peut déjà dire en Europe, et on veut le faire au Maroc, vous pouvez dire à votre voiture, écoute, réserve-moi une table à tel restaurant, et elle le fait automatiquement. Et vous arrivez, votre table est réservée. Oui, ça montre le monde vers lequel on va. Je vais l'illustrer juste avec un exemple. Si vous avez entendu parler d'Ampère. Oui. Ampère, c'est l'entreprise créée par Renault qui est dédiée à l'électrique. Justement, Renault a vocation de devenir une entreprise technologique. Je pense qu'elle va changer de... Ampère, c'est la moitié, c'est des ingénieurs. La moitié des employés, c'est des ingénieurs. Ampère, c'est la fabrication de la voiture coûte moins cher que son transport vers le client. Ampère, c'est beaucoup de digital. Les ingénieurs, c'est des ingénieurs, c'est des ingénieurs, c'est des informaticiens. Et il y a les accords avec Qualcomm. La voiture, l'entreprise qui fabrique la voiture, ce n'est plus une entreprise à la papa qu'on a connue. C'est plus Boulogne-Billancourt avec des centaines de milliers d'ouvriers qui assemblent de la tôle. C'est autre chose. Et ce autre chose, c'est ce qu'on va vivre demain.